Nous allons maintenant aborder un nouvel outil, qui est un outil de représentation mathématique, mais qui est fondamental pour les parties orientées vers la mécanique des sciences de l'ingénieur. Il est fondamental parce qu'on le retrouve en cinématique, en statique, en énergétique et même en dynamique. Donc on va retrouver plusieurs fois cet outil. Cet outil, c'est le torseur. Et donc on va aborder le torseur à travers le torseur cinématique. On va définir ce que c'est et on va voir quels sont les torseurs pour les liaisons usuelles. Quel est l'intérêt d'utiliser un torseur? On ne sait pas encore ce que c'est, mais déjà, essayons de voir pourquoi est-ce qu'on l'aborde. Je prends l'exemple ici d'une pièce qui tourne simplement, ça peut être une barrière de parking, un essuie-glace, qui tourne autour d'un point O à une vitesse oméga. Je sais que la vitesse d'un point le long de cette barre sera égale à R fois oméga. Et je sais qu'elle est orientée perpendiculairement au rayon, cette vitesse. J'ai le champ des vecteurs vitesse, vous voyez, on parle de champ des vecteurs vitesse, ici représenté par les flèches rouges. Mais c'est dommage de connaître le vecteur en un point et de ne pas être capable de le redonner en n'importe quel point, alors que finalement, ici, je sais que si je connais la vitesse en un seul des points, ben je suis capable, en connaissant oméga, je suis capable de connaître la vitesse en n'importe quel point. Eh bien, ça va être ça l'idée du torseur. Ça va être d'être capable de représenter toutes les vecteurs vitesse du solide en seulement un vecteur, plus un autre qui sera constant. L'autre qui sera constant, ce sera quoi? Ce sera la vitesse de rotation de notre solide, ce qu'on appellera la résultante. Et on va se rendre compte comme ça qu'en connaissant deux vecteurs, c'est-à-dire la vitesse de rotation instantanée et la vitesse linéaire en un point, et en sachant à quel point on exprime cette vitesse linéaire, alors on sera capable de connaître la vitesse linéaire en n'importe quel point de notre solide. Et c'est ça l'intérêt du torseur cinématique. Un torseur, pour donner une expression un petit peu mathématique, c'est quoi? C'est un outil qui permet de définir entièrement un champ de vecteurs équiprojectifs en une seule expression. Alors, un champ de vecteurs équiprojectifs, c'est quoi? Dans notre cas à nous, c'était la vitesse linéaire. L'équiprojectivité, on pourrait l'aborder, mais ça va vous embrouiller. C'est pour avoir une définition claire de la chose. Et donc, un torseur, c'est quoi? On va le représenter souvent entre accolades. Ici, notre torseur T, c'est égal à quoi? C'est égal à une résultante R, c'est le vecteur qui est constant en tout point de l'espace. Et un moment, ici, qu'on appelle, j'ai noté M pour moment, au point P, donc il faut que je sache où est-ce que je l'exprime, ce moment, de la résultante R. D'accord? Et je rappelle ici que c'est au point P. Ici, j'ai mis B pour dire que c'était dans la base B. Ce n'est pas nécessaire vu que c'est une représentation comme ça vectorielle. Donc, j'ai la résultante, un vecteur constant, et le moment qui dépend du point où je l'exprime la plupart du temps. Si je peux aussi l'écrire comme deux vecteurs colonnes. La résultante ici, x, y, z, et le moment LMN, par exemple. Ou alors, encore en ligne ici, cette représentation-là correspond à celle-ci, avec uniquement la décomposition en coordonnées cartésiennes de la résultante en haut, le moment en bas. D'accord? Et ici, c'est une règle à connaître. On peut l'appeler la propriété de Varignon ou propriété du champ des vecteurs vitesse dans le cas d'un torseur cinématique. Cette règle nous dit que on a le moment en un point B de la résultante R qui est égal au moment au point A de la résultante R plus BA vectoriel la résultante. Pour le moment, ça vous paraît obscur, mais vous allez voir que ça va s'éclaircir petit à petit. Et pourquoi est-ce que cette formule, je l'ai écrite comme ça? Moment en B, c'est le moment A plus BA vectoriel R. Parce que du coup, si je reprends les lettres principales de cette formule, j'obtiens moment en B, c'est égal au moment en A plus BA vectoriel R. Et donc, ça fait Babar. Notre ami, le roi des éléphants. Notre ami ou pas, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. En tout cas, ça fait Babar. Donc, c'est un moyen mnémotechnique. Je sais que le moment en B, c'est le moment A plus BA vectoriel la résultante. R, c'est la résultante. Ce qui sera en cinématique la vitesse de rotation instantanée. OK? Donc, une petite propriété. Ici, si j'ai un torseur T1
avec la résultante 1 et le moment 1 au point P, et le torseur T2 avec la résultante 2 et le moment 2 au point P également, alors T1 plus T2, ce sera égal à, comme résultante, R1 plus R2, et comme moment, M1 plus M2. Mais pour faire la somme de deux torseurs, je dois exprimer le moment en un seul et même point. Le torseur cinématique, je le répète, mais il faut être très clair là-dessus, ça va nous permettre de connaître le champ des vecteurs vitesse d'un solide dans son mouvement par rapport à un repère. La résultante sera notée grand oméga de S, notre solide, par rapport à R, notre repère. Et ce grand oméga, c'est le vecteur vitesse de rotation instantanée. Et en dessous, c'est le vecteur V, pour dire la vitesse linéaire, la vitesse de déplacement de notre point M, qui appartient à S par rapport à R. Chaque élément de notation est important ici. Et je rappelle à côté de l'accolade en quel point j'exprime mon torseur. Alors le point d'expression, des fois il est à droite, des fois il est à gauche, ça dépendra. Dans la littérature, on trouve les deux manières de rédiger. On a parlé du vecteur vitesse de rotation instantanée, donc c'est important qu'on le définisse maintenant. Le vecteur vitesse de rotation instantanée ou vecteur vitesse angulaire d'un repère R1 par rapport à un repère R0, c'est-à-dire d'un solide 1 par rapport à un solide 0, mais on parle des repères associés, c'est le vecteur qui va nous décrire la vitesse de rotation de R1 par rapport à R0. Je prends un exemple, ici j'ai l'angle θ qui va de x0 vers x1, d'accord, et je tourne autour de z0. Cet angle θ, il n'est pas constant, il peut varier. Eh bien, la vitesse de rotation de R1 par rapport à R0, qu'on va noter oméga de 1 par rapport à 0, c'est égal à la dérivée de θ par rapport au temps suivant z, θ étant un angle, hein, pas un vecteur, et ça va nous donner, on va utiliser la notation θ point suivant z. Θ point, ça veut dire dérivée par rapport au temps de θ. C'est une notation. Donc, quand on note θ point suivant z, le fait que ce soit suivant z, ça me donne la direction, c'est-à-dire l'axe autour duquel tourne R1 par rapport à R0. Ça me donne la norme. La norme, c'est la valeur absolue de θ point. Ça me donne la vitesse à laquelle tourne 1 par rapport à R0. Et le signe me donne le sens dans lequel ça tourne. Si θ point est négatif, je tourne dans le sens horaire. Si θ point est positif, je tourne dans le sens trigonométrique. Une autre chose à savoir concernant la vitesse de rotation instantanée, c'est qu'on peut la décomposer. C'est-à-dire que la vitesse de rotation de S par rapport à R, c'est égal à la vitesse de rotation de S par rapport à un solide n-1, plus celle de n-1 par rapport à n-2, etc. jusqu'à faire la vitesse de rotation de 1 par rapport à R. Là, ça peut vous paraître obscur, mais en faisant des applications, vous verrez que ça se fait tout seul. C'est juste qu'on peut décomposer la vitesse. Et on retrouve comme une espèce de relation de Chasles au niveau des repères d'expression. S par rapport à R, c'est S par rapport à n-1, n-1 par rapport à n-2, plus 1 par rapport à R. Et voilà. La vitesse dans le torseur cinématique, la vitesse linéaire de notre point, va donc respecter la règle de Varignon. J'ai donc la vitesse en un point B qui sera égale à la vitesse en un point A, plus BA, vectoriel, la vitesse de rotation. On va appeler cette formule très importante, et on va en reparler, la formule de Varignon, ou du changement de point de réduction, ou de propriété du champ des vecteurs vitesse. Mais c'est une formule à connaître absolument par cœur. Maintenant, ici, torseur cinématique des liaisons usuelles. C'est-à-dire que nos liaisons usuelles sont des liaisons entre un solide 1 et un solide 2, par exemple, d'accord? Ou entre S et R, peu importe. Alors, comme ces liaisons autorisent des mouvements, on va avoir des formes usuelles de nos torseurs. L'encastrement, par exemple, en tout point P appartenant à S, pour n'importe quel point P qui appartient à un solide S, le solide S peut être le solide bleu, par exemple, eh bien, j'aurai 0 et 0, puisque je n'ai aucune vitesse possible, c'est un encastrement. Si j'ai un pivot, ici un pivot d'axe X, pour tout point P appartenant à l'axe CX, C c'est le centre de la liaison, pour tout point P appartenant à l'axe de la liaison, j'aurai aucune vitesse de déplacement puisque je tourne autour de ce point,
mais j'aurai une vitesse de rotation oméga x que je retrouve ici dans mon torseur. Mais ce n'est valable que pour P appartenant à l'axe. Dès que je me décale, j'ai alors une vitesse, d'accord, que je retrouve grâce à Varignon. Si j'ai le cas d'une glissière ici d'axe X, alors en n'importe quel point P appartenant à mon solide S, qui est le solide bleu, pardon, j'aurai une vitesse Vx, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est une vitesse Vx, et je n'ai aucune vitesse de rotation, puisque c'est une glissière, et je n'ai pas de translation suivant les autres axes. Dans le cadre d'une hélicoïdale, j'ai une vitesse de rotation oméga x et une translation liée à cette vitesse de rotation par le pas. J'aurai plus ou moins P fois oméga x sur 2pi, le plus ou moins dépendant du pas à droite ou du pas à gauche de ma vis. Si c'est un pas à droite, c'est un plus, si c'est un pas à gauche, c'est un moins. D'accord? Et cette forme est valable uniquement pour les points appartenant à l'axe de mon hélicoïdale. Si le point n'appartient pas à l'axe de mon hélicoïdale, alors j'ai aussi une vitesse suivant potentiellement Z ou Y. Le cas d'un pivot glissant, j'ai une vitesse de rotation ici d'axe X, j'ai une vitesse de rotation oméga x et une vitesse de translation Vx pour tout point P appartenant à Cx, donc à l'axe de mon pivot glissant. La valeur ici de la résultante sera vraie en n'importe quel point, puisque la résultante ne change pas suivant le point d'application et d'expression. Par contre, la valeur du moment, c'est-à-dire de la vitesse, elle sera fonction du point d'expression. Parce que si, je répète, mais si par exemple je prends un point ici en haut de ma tige bleue, alors j'ai bien une vitesse dans le plan YZ par exemple ici. Imaginons, je ne translate pas, Vx égale 0, mais je tourne. J'ai bien une vitesse dans mon plan XY, et pas seulement suivant X. Cette forme n'est valable que pour tout point P appartenant à l'axe de mon pivot glissant. Pour une liaison sphérique, si je me place au centre de ma liaison, j'ai 3 vitesses de rotation possibles, mais aucune vitesse de translation. On retrouve les degrés de liberté finalement. Et pour un appui-plan, j'ai quoi? J'ai une vitesse de rotation ici, appui-plan de normale Z. J'ai une vitesse de rotation suivant Z et 2 vitesses de translation, une suivant X et l'autre suivant Y. Et cette forme est valable en tout point P appartenant à mon solide. Et je répète, on trouve là où j'avais un degré de liberté, je retrouve une vitesse possible. Et là où j'avais un blocage, je retrouve un 0. Je n'ai pas de vitesse possible. La linéaire rectiligne, j'ai 2 vitesses de rotation possibles ici. D'accord? Compte tenu de sa configuration, j'ai oméga x, je peux tourner autour de x. Oméga z, je peux tourner autour de z. Hop, comme ça. Et Vx, Vy, puisque c'est une rectiligne sur le plan XY. La sphère cylindre, en C uniquement, je vais avoir oméga x, oméga y, oméga z. J'ai toutes mes rotations possibles comme une rotule, mais je rajoute la translation suivant x, puisque ici c'est une sphère cylindre d'axe x. Et la sphère plan, la ponctuelle, j'ai 3 rotations possibles et 2 translations. Donc les formes usuelles sont vraiment faciles à obtenir. Alors on va s'entraîner ici. Vous allez simplement chercher à m'exprimer le torseur cinématique de 1 par rapport à 0 et de 2 par rapport à 1. Donc les torseurs cinématiques des cas les plus simples. 1 par rapport à 0 et 2 par rapport à 1. Alors, si je veux exprimer ces 2 torseurs cinématiques, je vais écrire torseur. Alors pour torseur cinématique, je représente un V pour dire que c'est la vitesse de 2 par rapport à 1. C'est égal à quoi? De 2 par rapport à 1. J'ai un pivot d'axe KZ. Je vais donc avoir une vitesse de rotation nulle suivant X, nulle suivant Y et oméga Z de 2 par rapport à 1 suivant Z. Et je vais prendre le cas où j'ai 0, 0, 0, c'est-à-dire aucune vitesse de translation. Pourquoi? Parce que je me place au point K et que j'exprime ce torseur dans la base B.
Alors B1, B2 ou B0, peu importe, puisque c'est seulement suivant Z. Ici, admettons, je mets B2. Ça veut dire que je peux écrire ce même torseur de la manière suivante. Oméga Z de 2 par rapport à 1, suivant Z2, et vecteur nul en bas, si j'exprime mon torseur au point K. D'accord? On voit bien que le point P aurait une vitesse de 2 par rapport à 1, mais le point K, lui, n'a pas de vitesse. Si maintenant je prends la glissière, torseur cinématique de 1 par rapport à 0, je n'ai aucune vitesse de rotation, d'accord, puisque c'est une glissière. Par contre, j'ai la vitesse de translation suivant x0 ou x1. Je vais donc mettre Vx de 1 par rapport à 0, suivant x0. Je dois dire en quel point j'ai exprimé cette vitesse. Ben, cette vitesse, je vais l'obtenir en n'importe quel point appartenant à 1. Donc je peux écrire pour tout point P appartenant à 1. D'accord? Alors il va falloir s'entraîner à savoir le faire, ça. Mais donc, torseur, je regarde les degrés de liberté et je les exprime en un point simple d'expression. Un pivot, je vais me mettre en son centre par défaut au départ, et donc j'aurai une vitesse linéaire nulle au centre. Une glissière, je peux me mettre en n'importe quel point puisque tous les points avancent à la même vitesse et je n'ai pas de vitesse de rotation.